Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'Ukraine. L'Ukraine qui est ce pays qui est au centre de l'actualité stratégique européenne depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, depuis une guerre qui se prolonge dans le Donbass et qui a fait depuis 2014, le Donbass est cette partie de l'Ukraine située à proximité de la Russie, qui a fait quand même 13 000 morts depuis son déclenchement. Aujourd'hui, il y a un espoir que la paix revienne. Le nouveau président, Zelensky, qui a été élu, effectivement, a accepté une ouverture et pourrait attribuer une sorte de statut décentralisé au Donbass, ce qui permettrait peut-être aux Russes, finalement, de revenir dans le jeu, mais il y a des inquiétudes parce que des forces en Ukraine s'y opposent et qu'il n'est pas certain que tout le monde se satisfasse d'un progrès. Il y a donc des obstacles. Il y a un espoir, mais également des obstacles. Et puis, il y a l'Ukraine Gate, avec effectivement l'irruption de la campagne électorale américaine dans l'Ukraine, avec ce coup de fil du président américain Donald Trump au nouveau président Zelensky, lui demandant d'enquêter sur le fils de Joe Biden. Donc effectivement, l'Ukraine est prise dans la tourmente, et avec ses espoirs de paix, les espoirs que le nouveau président a suscités, mais en même temps des obstacles qui demeurent. En Ukraine, on parle ukrainien et russe, donc la population est très partagée, on parle les deux langues très souvent, parfois certains ne parlent qu'ukrainien, certains parlent que russe, et l'Ukraine a toujours été rattachée à la Russie ou à l'Union soviétique, à l'exception de 2 années, à la naissance de l'Union soviétique, entre 1918 et 1920, où elle était indépendante. Mais même du temps de l'Union soviétique, il y a toujours eu des tentations indépendantistes, des tentations nationales en Ukraine, qui étaient combattues par le pouvoir soviétique avec grande force, qui, bien sûr, se sentait en danger. Si un nationalisme ukrainien pouvait s'exprimer, il était réprimé très férocement. En 1991, c'est l'éclatement de l'Union soviétique, d'ailleurs plutôt à la demande des États slaves. L'Ukraine, la Biélorussie et la Russie veulent se débarrasser de ce qu'ils considèrent être le fardeau de l'Asie centrale, et ils pensent, ça sera une erreur, mais ils pensent à l'époque que s'ils sont indépendants, eh bien ils pourront mieux développer leur économie. Ça va être une erreur catastrophique parce qu'au final, ils avaient des liens très forts qui vont être finalement rompus, et au lieu d'avoir une croissance économique après l'éclatement de l'Union soviétique, les 3 États, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, vont au contraire connaître une très grande chute économique. En 2005, au moment où la Russie, sous l'autorité assez ferme de Poutine, fait son retour sur la scène internationale, l'Ukraine se choisit un nouveau président, Yushchenko, qui, dans la vague de ce qu'on appelle les révolutions de couleur, veut se rapprocher de l'Occident et veut prendre des distances avec la Russie, ce que les Russes prennent très très mal. Du coup, ils augmentent le prix du gaz qu'ils livrent aux Ukrainiens. Les Ukrainiens se plaignent, mais les Russes disent « mais on avait un prix d'amis pour vous, puisque vous voulez vous séparer de nous, on va vous donner le prix réel ». Il y a des troubles et de nouveaux problèmes économiques en Ukraine, qui, par ailleurs, depuis le début, est rongé par la corruption, parce que s'il y a quelque chose qui a uni les différents régimes ukrainiens de 91 à nos jours, c'est bien la corruption massive. En 2010, c'est Yanukovych qui est élu président de l'Ukraine. Il va instaurer un grand retour vers la Russie. Il prend de nouveau une position pro-russe, mais en même temps, il y a une demande d'un accord d'association avec l'Union européenne. Cet accord pourrait être très favorable et très attractif pour l'Ukraine sur le plan économique. Il y a cependant un problème, c'est que l'accord tel qu'il est consiste un peu à couper de nombreuses relations entre l'Ukraine et la Russie. Or, pour beaucoup, l'Ukraine, et je reprends là la situation de Pascal Lamy, l'Ukraine est, comme la Turquie et le Mexique, un pays divisé. La Turquie est un pays à la fois européen et asiatique. Le Mexique est un pays à la fois nord-américain et latino-américain. Et l'Ukraine est un pays à la fois occidental et slave. Et il est effectivement partagé entre ces deux influences, et son intérêt est de garder les deux influences. Du fait des clauses de l'accord d'association, les Russes font pression sur le président ukrainien pour qu'il ne signe pas l'accord. Et effectivement, Yanukovych va obéir, il va refuser de signer l'accord d'association. Ça va provoquer une révolte en Ukraine parce que, pour beaucoup d'Ukrainiens, la signature d'un accord avec l'Union européenne était un espoir, 1, de démocratisation, 2, d'ouverture, 3, de lutte contre la corruption. Et donc il y avait beaucoup d'espoir de finalement devenir européen, ce qui économiquement, socialement était extrêmement attractif. Il y a la grande révolte sur Maïdan, la place à Kiev, qui va mettre en danger Yanukovych. Il va y avoir une intermédiation européenne, les 3 ministres des Affaires étrangères français, allemands et polonais vont trouver un accord en février 2014 qui permet une négociation entre l'opposition et le pouvoir. Mais dès que les ministres européens sont partis, les Américains disent à l'opposition ukrainienne que cet accord n'est pas suffisant, et il y a de nouveau une révolte, et le président Yanukovych prend peur, il fuit l'Ukraine.
Et depuis, il y a deux récits tout à fait différents dans le monde occidental et en Russie. Pour le monde occidental, Yanukovych a fui, une révolution a pris le pouvoir en Ukraine, et c'est une révolution tout à fait normale, comme il se passe un peu partout, quand on en a assez d'un pouvoir. Dans le récit russe, c'est un coup d'État qui a lieu, sur instigation bien sûr des Américains, et donc tout ce qui se passe depuis en Ukraine est jugé comme illégitime. Ces deux récits ne sont pas du tout conciliables. Et puis il va y avoir un pas supplémentaire avec l'annexion par la Russie de la Crimée. La Crimée, c'est une zone très particulière. Elle est majoritairement peuplée de Russes. Il y a la base navale de Sébastopol qui est vitale pour la marine russe. Et puis surtout, elle a été donnée à l'Ukraine par la Russie en 1954 dans le cadre des frontières de l'Union soviétique, donc il n'avait pas tellement de sens. En 1991 d'ailleurs, le président ukrainien Kravchuk demande à Boris Yeltsin de dire on va avoir un problème avec la Crimée, il faut qu'on règle ce problème avant de déclarer nos indépendances. Et Yeltsin, pressé de déclarer les indépendances, renonce à cela. Pour les Russes, la Crimée est vraiment russe. D'ailleurs, y compris Mikhail Gorbatchev, dans le dernier livre qu'il vient de publier, reprend la thèse de Poutine sur ce point, alors qu'ils sont opposés sur de nombreux sujets. C'est vraiment une vision nationale russe que la Crimée est russe, parce qu'elle est majoritairement peuplée de Russes. Mais les Occidentaux considèrent qu'il y a une modification des frontières par la force, que le référendum qui a eu lieu, qui a donné oui à la réunification avec la Russie, est un référendum illégal, organisé sous couvert militaire de la Russie, donc ils ne reconnaissent pas cette annexion qui est une modification par la force des frontières première depuis 1945. Mais en même temps, la population de la Crimée ne veut pas revenir en Ukraine. Donc là, il y a vraiment un problème. Mais on se rappelle que dans le passé, la non-reconnaissance de l'annexion des États baltes par les pays européens n'a pas empêché d'avoir des relations avec l'Union soviétique. Ce qui est beaucoup plus problématique, et là où il peut y avoir un travail, c'est dans le Donbass, parce qu'il y a des forces indépendantistes qui s'opposent à des forces gouvernementales. C'est bien sûr la population civile qui en souffre la première. Et là, il faudrait trouver un accord, puisque l'Ukraine a décidé de ne plus payer les pensions des retraités et des fonctionnaires dans le Donbass. Il laisse ça à la partie où les indépendances russes contrôlent. Il laisse ça aux Russes, et les Russes en profitent pour dire que finalement, leur influence s'exerce là-dessus. Et donc il faudrait que le Donbass soit entièrement restitué, que les forces indépendantistes pro-russes soient désarmées, et en même temps une reconnaissance des droits culturels. Et pendant longtemps, on avait la peur que la langue russe soit interdite, donc de reconnaître un certain statut décentralisé, non pas d'autonome, mais décentralisé, à cette partie très particulière, largement peuplée de russophones du Donbass. En 2015, il y a eu les accords de Minsk, sous la houlette des présidents français François Hollande et de la chancelière allemande Angela Merkel, avec les présidents Porochenko et Poutine. Porochenko qui avait pris la suite de Yanukovych en 2014. Porochenko a toujours estimé que ces accords de Minsk lui avaient été extorqués. Mais ils ont eu le grand avantage de mettre fin aux combats les plus violents. Ils n'ont pas réellement instauré la paix, il y a toujours des escarmouches, et donc une fois encore 13 000 morts depuis 2014, mais ces combats sont sporadiques, il n'y a pas une guerre généralisée entre l'Ukraine et la Russie. En 2018, la Russie et l'Ukraine se sont affrontés militairement dans le détroit de Kerch. La Russie a construit un pont qui relie la Crimée au reste de la Russie, et donc elle veut déclarer que la mer d'Azov est une mer russe. Il y a eu depuis échange de prisonniers, le climat est donc plus serein qu'il ne l'était avec l'élection de Zelensky. Est-ce qu'il y aura de nouveau une réunion au sommet, ce qu'on appelle le format Normandie, donc avec les présidents ukrainiens, russes, la chancelière allemande, le président français? Il est certain qu'il y a des forces politiques en Ukraine qui estiment que céder sur le caractère décentralisé du Donbass serait finalement capituler en race campagne contre la Russie, et qui estiment qu'ils peuvent vivre comme cela et que, électoralement, le combat contre la Russie peut être payant. Du côté russe, pour Poutine, cette guerre larvée ne lui coûte pas très cher. Bien sûr, il y a les sanctions occidentales qui ont été prises après l'annexion de la Crimée par la Russie. Ces sanctions pèsent sur l'économie russe, mais en même temps, l'économie russe est beaucoup plus dépendante du cours des matières premières énergétiques que des sanctions occidentales. Le problème, c'est que si le conflit s'éternise, on va voir une Russie qui va être antagonisée, qui va se diriger de plus en plus vers l'Asie, vers la Chine, et sur bien des dossiers, on ne peut pas ne pas parler aux Russes.
sur de nombreux dossiers internationaux et on a besoin d'avoir des contacts avec la Russie. Et d'un point de vue européen, eh bien, une relation avec la Russie est nécessaire. On n'est pas d'accord sur tout, on a des problèmes, on a des différends, mais on ne peut pas couper tout contact à cause du dossier ukrainien. Donc l'Union européenne, les pays européens ont intérêt effectivement à ce que la crise ukrainienne soit résolue, mais il y a des pays qui sont violemment et profondément anti-russes parce que le comportement russe leur fait peur. Bien sûr la Pologne et les États baltes, mais aussi dans la Baltique, la Norvège et la Suède qui a rétabli son service militaire par crainte de la Russie. Donc il faudrait un geste volontaire et que ceux qui ne souhaitent pas la paix en Ukraine, eh bien finalement que Zelensky agisse et exerce un vrai leadership et que Poutine mette au pas de son côté les forces indépendantistes pro-russes dans le Donbass.